Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 13 septembre, nous reviendrons sur l'inauguration de la plateforme logistique Le Calvez au Cormier, puis direction le pôle social pour une conférence sur le chèque emploi-service. Enfin, nous refermerons cette édition avec un peu de chasse. Il est le leader dans l'Ouest pour ce qui est du transport et de la logistique en matière de surgelés. Le groupe brestois Le Calvez a récemment posé ses valises du côté du Cormier. Il inaugurait aujourd'hui sa plateforme choultaise, un choix intéressant pour l'entreprise qui souhaitait renforcer un peu plus son assise dans l'Ouest de la France. Nous allons entendre deux dirigeants du groupe. Tout d'abord Stéphane Robert, le directeur général de Le Calvez surgelé. En fait, dans Le Calvez surgelé, on avait à faire face à un double défi. On avait des sites dans l'ouest de la France, un premier à côté de Rennes, un autre à Argentan en Normandie, et ces sites étaient en voie de saturation. De l'autre côté, on constatait que le bassin agroalimentaire dans la région des Pays de Loire était plutôt un bassin dynamique, où beaucoup d'entreprises se développaient dans le domaine du surgelé. Et donc Cholet nous a permis à la fois de désenclaver et désengorger les sites ouest de la France et de continuer à affirmer notre position de leader dans l'ouest de la France en nous donnant des opportunités de croissance et de développement. Justement, on va parler de la croissance et du développement de ce site, tout particulièrement à Cholet. Pour l'instant, vous démarrez avec combien de collaborateurs? À terme, vous aimeriez avoir combien de collaborateurs? Alors le site que vous visitez aujourd'hui, c'est une première tranche. Nous l'avons conçu comme ça. Aujourd'hui, c'est un site qui a une vingtaine de collaborateurs, mais qui, quand il sera monté en puissance complètement, est prévu pour accueillir une cinquantaine de collaborateurs. En revanche, le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un hectare de 3,5 hectares. Il n'y a qu'1,5 hectare aujourd'hui qui est occupé par cette tranche de site et on a la capacité de multiplier par 3 le volume de stockage surgelé ici. Voilà, et pour parler de stratégie globale, je vous propose d'écouter aussi le président du groupe, Jean-Jacques Le Calvez. C'est un groupe qui est multimétier, donc c'est un groupe qui a une activité de transport et logistique de surgelés sur le plan national, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à Cholet, on en reparlera. J'ai également une activité de transport de gaz, butane, propane, qui a quelques véhicules également à Cholet, qui sont d'ailleurs basés dans ce nouveau site. Et j'ai une activité de transport d'hydrocarbures, donc de carburant, essence. C'est 3 branches d'activité, j'ai 3 patrons qui s'occupent de ça, et en l'occurrence c'est Stéphane Robert qui est le directeur général de l'activité Le Calvez surgelé. Donc le groupe c'est 1000 personnes, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a à peu près 600 véhicules. Aujourd'hui, quand on parle de transport, on pense souvent que c'est un secteur en tension, qui a des difficultés pour le recrutement. Est-ce que chez vous c'est le cas particulièrement ? Écoutez, je vais vous dire les choses clairement, c'est notre difficulté principale aujourd'hui. C'est assez paradoxal parce que nous avons la préoccupation du développement commercial de notre entreprise, du bon économique de notre entreprise, et depuis 1 an et demi, on a vraiment un problème fondamental qui est la recherche de conducteurs et de personnel. En France, il manque à peu près 17 000 conducteurs routiers, en Bretagne c'est 2000. Nous avions 100 postes à pourvoir et nous avons beaucoup travaillé sur l'image de marque de notre entreprise et l'incitation au recrutement. Par exemple, concrètement, sur les Pays de Loire à l'heure actuelle, à bon entendeur salut, j'ai environ 30 postes de conducteurs routiers à pourvoir. J'en ai à pourvoir au Mans, à Laval, en Mayenne, j'en ai à pourvoir à Cholet, accessoirement à Rennes, c'est un petit peu plus loin, mais au moins en tout cas sur le bassin des Pays de Loire, il y a 30 emplois disponibles immédiatement que pour l'instant j'ai des difficultés à trouver. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, comment le Calvez pourrait évoluer dans les années à venir? Est-ce qu'on a des lignes d'horizon, on va dire? Oui, il y a des lignes d'horizon. Déjà, le Calvez, il évolue pas mal parce qu'on a fait 20% d'augmentation de chiffre d'affaires dans la dernière année. On a une stratégie assez claire. On a une stratégie sur les surgelés de développement national et de connexion européenne. Sur le gaz, on est un des leaders en France et on continue à se développer. Et sur l'hydrocarbure également. Donc nos axes stratégiques sont de rester sur nos métiers, de continuer à les développer et surtout d'assurer une bonne qualité de service tout en étant bien rentable. Si l'information concernant les journées du patrimoine a largement été véhiculée, celle relative à la journée du transport public mérite que l'on s'y attarde. Programmée également ce samedi 15 septembre, elle vise à mettre en lumière l'application Choletbus et notamment l'achat de tickets via smartphone. Pour marquer le coup, TPC compte offrir samedi le trajet retour à tous les utilisateurs ayant eu recours à ce moyen de paiement. Pour bénéficier de l'offre, il suffit juste de télécharger l'appli sur Apple Store ou sur Google Play, de créer un compte et de se laisser guider. Pour information, depuis son lancement en juin dernier, plus de 1000 installations de l'application ont été enregistrées et près de 800 tickets vendus.
Tout savoir sur l'emploi à domicile entre particuliers, tel était l'objet de la conférence proposée cet après-midi au sein du pôle social de Cholet par le CLIC IGEAC en partenariat avec le réseau Particuliers Emploi. Un sujet d'autant plus important qu'ils sont 56 000 particuliers à employer près de 20 000 salariés dans le département du Maine-et-Loire. Et tous ne connaissent pas forcément bien les rouages du dispositif. Le réseau Particuliers Emploi informe et accompagne au quotidien toute personne intéressée par l'emploi à domicile. On écoute l'animatrice régionale présente cet après-midi pour répondre aux questions de la dizaine de personnes présentes lors de la conférence. En tant qu'animatrice régionale du relais particulier emploi des Pays de la Loire, je suis en charge d'animer et de renseigner tous les particuliers employeurs qui souhaitent embaucher à leur domicile. Donc que ce soit pour l'entretien du domicile, que ce soit pour donc l'accompagnement des personnes en situation de dépendance ou en situation de handicap, la garde d'enfants également, et puis tout ce qui est entretien des espaces extérieurs. Justement, on va revenir sur la définition de ce chèque emploi-service. Ça sert à quoi et ça s'adresse à qui ? Alors le chèque emploi-service universel, donc c'est un outil de simplification des déclarations. Lorsqu'on embauche un salarié à son domicile, on le déclare par le biais donc, du CESU, du chèque emploi-service universel. Ça permet aux particuliers employeurs de ne pas avoir de bulletin de salaire à faire, de calcul de cotisation, etc. Donc c'est vraiment un outil de simplification de déclaration. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on utilise le chèque emploi-service, il y a des réglementations à respecter. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour expliquer en fait tout le cadre réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple très précis d'une famille qui fait venir quelqu'un Alors oui, par exemple, une personne en situation de dépendance qui souhaite embaucher une assistante de vie. Du coup, elle va recruter elle-même son assistante. Elle va ensuite avec elle discuter de la rémunération, etc. Et ensuite, elle va faire cette déclaration sur le chèque emploi-service universel. Elle établira également un contrat de travail écrit avec cette personne pour déterminer en fait toute cette relation en termes d'horaire de travail, en termes de tâches à effectuer, etc. Est-ce qu'il y a une classe d'âge particulière ? Est-ce qu'il faut être retraité tout simplement pour utiliser les CESU ? Non, pas du tout. En fait, ça s'adresse effectivement aux personnes retraitées. Ça s'adresse également aux jeunes ménages qui souhaitent aussi faire entretenir leur espace de vie. Donc tout ce qui est ménage, tout ce qui est entretien du jardin, etc. Donc ça s'adresse à tout type de public. Qu'est-ce qui fait peur avec le chèque emploi-service ? Alors, qu'est-ce qui peut faire peur ? C'est qu'on se retrouve à être employeur du jour au lendemain et on n'a pas forcément des notions de ressources humaines. Donc, c'est ça, en fait, qui peut faire peur. C'est quel salaire je vais appliquer, comment déclarer, comment je vais la trouver déjà, cette salariée. Si elle est malade, comment je la remplace ? Est-ce que j'ai des démarches particulières à faire ? Si elle démissionne, si je la licencie ? Voilà, c'est toutes ces questions. Donc c'est pour ça que nous, le réseau Particulier Emploi, on est vraiment là justement pour accompagner ces personnes, pour les rassurer et leur dire que c'est possible d'embaucher directement. Baisse du permis national de chasse, gestion adaptative des espèces et police de l'environnement renforcée. Voici les 3 mesures phares de la nouvelle réforme sur la chasse annoncée par le gouvernement récemment. L'exécutif a donc rendu son avis après 6 mois de discussion avec les défendeurs des animaux, les agriculteurs et bien sûr les chasseurs. Mais concrètement, sur le terrain, qu'en pensent les premiers intéressés ? Nous sommes allés en discuter avec Marc Grémillon, vice-président de l'agglomération en charge de cette question. Oui, je suis avec Marc Grémillon. Nous nous sommes retrouvés ici au Parc de Moine à Cholet. Je vous présente Marc Grémillon. Vous êtes vice-président à l'agglomération en charge des espaces naturels sensibles. Vous êtes également bien évidemment maire de Trémentine, amateur de chasse et pratiquant. C'est la raison pour laquelle aussi on vous a sollicité. On voulait rebondir sur les récentes déclarations du président de la République Emmanuel Macron concernant donc la chasse et notamment la révision de la tarification du permis national. Il y aurait une baisse de 50% à peu près. Qu'en est-il et qu'en pensez-vous, vous ? Alors la démarche a été initiée par le président national de la chasse pour permettre à un plus grand nombre de chasseurs d'accéder à ce permis national du fait que les chasseurs ont besoin de se déplacer beaucoup plus
entre autres par rapport à la prolifération des sangliers au niveau national, mais également au niveau départemental, et surtout par rapport aux jeunes pour leur permettre d'avoir accès au monde de la chasse d'une manière plus facile. Le prix passerait de 400 à 200 euros en gros. De 400 à 200 euros, donc 50% de baisse, mais ça permettrait à des jeunes qui n'ont pas forcément un portefeuille suffisamment étoffé d'accéder au monde de la chasse, de pouvoir goûter au monde de la chasse et peut-être à terme vivre de leur passion, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il existe en type de permis, hormis ce permis national? Alors, il y a le permis départemental qui est à hauteur d'une centaine d'euros, auquel on ajoute les assurances bien sûr. Le département de Maine-et-Loire est bordé par les Deux-Sèvres, par la Vendée, la Loire-Atlantique. Voilà. Et les chasseurs du Maine-et-Loire sont sollicités pour aller dans ces autres départements et avaient pour habitude de prendre soit un bidépartemental sur un département précis, soit une permission de 2-3 jours pour aller chasser sur ces départements et à terme, ils payaient beaucoup plus cher qu'un permis national. Deuxième point qui a été abordé par le gouvernement sur lequel on voulait revenir, c'est la révision des espèces chassées. Voilà. Donc il est demandé à pouvoir réviser cette liste d'oiseaux ou d'animaux qui sont protégés actuellement du fait de l'évolution de la nature. Certaines espèces s'en sortent très bien. Un des gros problèmes sont quand même les cormorans qui ont tendance à bien se repeupler, qui ne sont pas chassables si ce n'est sur des autorisations très spécifiques pour protéger des étangs piscicoles. Et ces oiseaux se développent d'une manière importante. On est habitué à en voir en bordure de Loire sur nos lacs comme le Ribou ou le Verdon. Et se permettre de voir si on n'a pas possibilité annuellement de réviser ces listes-là en fonction de comptages qui permettraient de dire cette espèce se porte bien, nous avons la possibilité d'en prélever. Est-ce que c'est respecté cette possibilité de chasser? Est-ce que c'est respecté par les chasseurs? Oui, les chasseurs se doivent de toute façon de respecter aussi bien les espèces protégées que les espèces chassables, sinon ils mettent en péril leur activité. Si on est amené à tuer sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, comme très souvent c'est l'image que l'on donne du monde des chasseurs, et bien de toute façon on finira par plus pouvoir chasser puisqu'il n'y aura plus rien à chasser. Troisième point, Marc Grémillon, elle concerne les agents de police alloués au monde de la chasse. Qu'en est-il là-dessus sur ce point-là? Voilà, le souhait est d'avoir des agents de police voués au monde de la chasse, mais faisant uniquement leur activité auprès du monde de la chasse. Ce qui n'est pas le cas actuellement? Actuellement, ce n'est pas le cas. Ils sont amenés à intervenir sur tous les espaces naturels, sur les problèmes au niveau de la pêche, au niveau des problématiques de la nature. Et il s'avère qu'ils sont quand même rémunérés par l'argent des chasseurs. Et le souhait est d'avoir des agents voués au monde de la chasse, rémunérés sur l'argent des chasseurs. Un autre point qu'on voulait aborder, on l'avait déjà évoqué sur TLC, celui de la prolifération des sangliers. Qu'en est-il dans le Maine-et-Loire et en France en règle générale? C'est vraiment c'est une espèce qui est opportuniste, qui a su se développer d'une manière très importante. Un exemple, il se prélevait il y a 8 à 10 ans 1000 sangliers sur le département du Maine-et-Loire. L'année dernière, il a été tué 5500 sangliers. C'est une problématique pour le monde agricole, une problématique, je dirais, pour la circulation, puisque nous avons quand même pas mal d'accidents ou de collisions impliquant des accidents avec les sangliers. Donc on se doit de pouvoir réduire cette population. Mais étant opportunistes, ils se mettent en bordure des autoroutes, ils s'en vont justement s'installer dans des espaces naturels où il n'y a pas de présence de l'homme, où personne ne va, et ils tirent profit de ces espaces-là et surtout de la nourriture auprès du monde agricole avec le maïs. Les sangliers mis à part, la faune a vraiment évolué ces 10 dernières années avec le changement de l'agriculture et tout ce qui va avec? Oui, là où il y a une grosse évolution, ce sont principalement les grands animaux. Quand je dis grands animaux, bon, les cerfs et les biches, qu'on voit dans les massifs forestiers, mais qui sont capables d'aller coloniser d'autres espaces. Et le chevreuil. Le chevreuil, maintenant, vit beaucoup mieux en plaine, dans les champs. Toute personne, je pense, qui pratique la marche à pied ou le vélo doit être amenée à voir des chevreuils dans leur villégiature. Nous sommes à la mi-septembre, Marc Grémillon. Quelles sont les dates importantes, l'ouverture de la chasse? Alors l'ouverture, ce sera dimanche prochain. Certaines ouvertures se sont déjà faites, hein, mais dimanche prochain, c'est vraiment le grand moment pour les passionnés de chasse. Ça diffère en fonction des départements et des régions de France, oui, ou pas? Le sud, c'était le week-end dernier. Nous, ce sera le week-end qui vient. Et puis le nord de la France est en décalage et sera dans 15 jours. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à quelle date? Alors, en fonction des espèces chassables,
On arrêtera en décembre de chasser les lièvres, on arrêtera de chasser la bécasse en février, le canard en janvier. C'est vraiment spécifique à chaque espèce. Merci Marc Grémillon pour toutes ces explications. On rend l'antenne. Je vous rappelle que ce vendredi 14 septembre, le SOC reçoit le Stade Lavallois pour l'une des belles affiches de cette 7e journée de nationale. Cholet 6e avec 10 points défiera le co-leader du groupe, fort de 13 points. Le match est à suivre au Stade Omnisport à 20h. Voilà, cette édition est à présent terminée. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, Frédéric Lamy reçoit Jacques Coutan, responsable de la section maquette recherche histoire de la SLA. Et à 20h, ce sera un nouveau mag. Excellente soirée à vous sur TLC.